Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour à tous, je m'appelle Dan Zinc, bienvenue dans cette émission Le Congo d'abord. Nous recevons pour ce numéro spécial le docteur Noël Tchani qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour docteur. Bonjour, c'est docteur Noël Tchani Mwadianvita. D'accord, docteur Noël Tchani Mwadianvita, merci de nous recevoir ici chez vous. On va premièrement parler de votre parcours pendant plus ou moins 20 minutes. Pouvez-vous nous parler de votre commencement? Où est-ce que vous avez commencé et comment vous en êtes arrivé jusqu'ici? En fait, c'est une longue histoire. C'est l'histoire donc de ce petit garçon congolais né en Ngandajika, dans l'actuelle province de la Lomami, ancien Kasaï oriental, où j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, juste à obtenir, juste comme tous les enfants congolais, mon diplôme d'État. Et après avoir obtenu le diplôme d'État, je débarque à Kinshasa. Le gouvernement du Zaïre à l'époque m'accorde une bourse pour aller étudier à l'étranger. Ça s'appelait à l'époque la bourse du Conseil exécutif national, c'est-à-dire du gouvernement congolais. Je vais étudier en Belgique, à l'université de Liège, jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Et de là, au lieu de rentrer au Zaïre, parce que la situation n'était pas très bonne, j'ai choisi d'aller étudier en France, à Grenoble, où j'ai fait le DSS, troisième cycle en gestion financière et fiscalité. Et quand je termine, je ne vais toujours pas rentrer au Congo. Je m'en vais à Paris, à l'Institut supérieur de gestion, où je rencontre Martin Fayoulou. Et je fais le troisième cycle en finance internationale. De là, je pars aux États-Unis, à New York. Je fais une maîtrise en administration des affaires, ce qu'on appelle communément en anglais MBA, en banque et marché financier. J'obtiens mon MBA et je n'étais toujours pas satisfait des études accomplies. Je rentre à Paris, je fais mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine. Et je fais une thèse de doctorat qui porte sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo, où je conçois tout un modèle de comment il faut restructurer la Banque centrale du Congo et la monnaie congolaise. Et après avoir terminé ça, je retourne aux États-Unis. Je suis allé à l'université de Harvard pour faire des études postdoctorales en leadership et management. Et après avoir terminé tout ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York, dans le Wall Street. Et après cela, je suis allé à la Banque mondiale pendant 30 ans, où j'ai occupé des fonctions différentes, y inclut la position donc de directeur résident de la Banque mondiale à l'étranger. Après avoir fait tout ça... Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que le gouvernement zaïrois vous souvenez toujours après avoir... Est-ce que c'était toujours la bourse du gouvernement zaïrois? Oui, bon, en grande partie c'était la bourse, mais par la suite, quand j'ai travaillé déjà, je n'avais plus de bourse, mais j'avais un salaire qui me permettait de payer mes études. Donc, au bout, surtout à la Banque mondiale, après avoir passé une trentaine d'années à travailler sur les 5 continents, sur 85 pays différents, j'étais choqué par certaines choses que je voyais. J'allais dans des pays qui avaient beaucoup de difficultés, qui étaient beaucoup plus pauvres que le mien, que la République démocratique du Congo. On montait des programmes avec le gouvernement, on mettait en œuvre ces programmes et je voyais au jour le jour comment le niveau de vie de la population s'améliorait. Et ça commençait à me travailler. Je me suis posé la question de savoir pourquoi chez eux ça marche et chez moi ça ne marche pas. J'ai commencé à rédiger le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC pour que toute cette expérience accumulée à travailler sur les 5 continents vienne profiter à ce pays-là qui m'avait envoyé à l'école, la République démocratique du Congo. Donc voilà ma petite histoire. D'accord. Professeur Noël Tchani, vous avez été en 2018 candidat à la présidentielle. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir postuler après avoir travaillé pendant plus de 30 ans à l'extérieur du pays? Qu'est-ce qui était à la base de votre retour au Congo? Au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents, j'étais devenu ce qu'on appelle un révolté de la société. Révolté, pourquoi? Parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi les autres font des progrès, mais mon pays, ce pays-là que j'aime le plus, semble pouvoir stagner, sinon donc reculer.
Et j'ai regardé que les hommes politiques étaient la source du problème. Les politiciens se sont succédés au sommet de l'État, à tous les échelons de l'administration publique, et ils semblaient tous être la même chose. C'est-à-dire, ils viennent avec des discours et ils ne font pas des changements dans la vie des Congolais quand ils sont déjà donc en poste. Je me suis dit, si les politiciens n'ont pas réussi, moi, je ne suis pas l'un d'eux, je ne suis pas politicien. J'ai une vision de développement et je sais exactement ce que nous pouvons faire pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays donc développé ou un pays donc émergent en l'espace d'une quinzaine d'années. Je me suis dit, je leur ai donné des conseils dans le passé. Ils n'ont pas suivi mes conseils. J'ai donné des conseils au président Kabila père. J'ai donné des conseils à ce président Kabila fils, en écrivant surtout des mémos, en lui disant voici ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Et j'ai vu que mes conseils n'étaient pas suivis. Je me suis dit, au lieu de leur donner des conseils, je vais prendre leur place et je vais le faire maintenant pour le peuple congolais. C'est ça qui m'avait conduit à me présenter à l'élection présidentielle en décembre 2018. Alors maintenant, vous avez été candidat, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne vous a pas permis d'être élu, malgré que le projet était attirant, le projet pouvait permettre aux Congolais d'améliorer leur vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était quoi le déclic? Oui, au fait, je reconnais et j'endosse la responsabilité de mon échec. Je reconnais que j'étais venu en RDC d'abord en retard. J'aurais dû venir beaucoup plus tôt pour me faire connaître au fil du temps. Mais j'ai attendu jusqu'en dernière minute parce que d'abord, il y avait l'incertitude quant à la tenue d'élections. On ne savait pas si les élections allaient avoir lieu ou pas. En venant, je suis arrivé en retard. Et en venant en retard, j'ai trouvé que le peuple congolais ne me connaissait pas. Les idées étaient bonnes. Ceux qui étaient au contact avec moi, à chaque fois qu'ils m'entendaient parler, qui suivaient la présentation du plan Marshall, ils adhéraient à ces idées-là. Mais c'était très peu de gens par rapport... Vous savez, nous avons un pays qui est comme un sous-continent, avec 100 millions donc, de Congolais. C'était difficile en un temps record de se faire connaître partout. C'est ça qui ne m'a pas permis de vendre la vision telle qu'on le souhaitait. En plus de cela aussi, il faut reconnaître, c'est que notre pays ayant, ce que je peux dire, donc des dimensions continentales, on ne peut pas faire campagne facilement dans un environnement où on n'a pas des infrastructures de base. Les routes pour se déplacer, il fallait mobiliser un avion. Donc les moyens logistiques, on ne les a pas mobilisés donc, à temps pour faire un travail de qualité. Mais je crois qu'après les élections, après avoir raté, le peuple congolais a commencé à découvrir ce que nous avons comme idée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus connus qu'avant les élections donc, de décembre 2018. Et je suis heureux que beaucoup de personnes de plus en plus semblent partager cette vision de développement que nous incarnons. Alors, c'est quoi le socle du plan Marshall? Le plan Marshall, c'est une vision de développement qui tient compte de la situation actuelle de la RDC, qui est une situation catastrophique. Et je me suis dit, au lieu de se plaindre, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir le Congo donc, de cette situation catastrophique? La situation, elle consiste en quoi? Nous avons pratiquement 90% de la population qui est au chômage. Nous avons, si je peux dire, donc, le système éducatif qui est désarticulé aujourd'hui. Si bien que quand les gens vont à l'école, je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui achètent des points pour arriver à obtenir des diplômes. Et quand vous avez acheté des diplômes, vous savez quoi? Vous n'avez pas les compétences qu'il faut pour arriver à être utile à vous-même, être utile donc à votre pays. Nous avons le système de santé qui ne permet pas de soigner les Congolais. En réalité, les hôpitaux congolais sont des mouroirs où on va pour mourir plutôt que de recevoir les soins de santé. Nous avons des infrastructures qui manquent. Nous parlons aujourd'hui de la pandémie où il faut se laver les mains tous les jours pour se protéger contre la propagation du virus, coronavirus. Mais moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, ont accès à l'électricité, ont accès au... J'ai fait le diagnostic, ce qui m'a amené aujourd'hui donc à concevoir le plan Marshall. Cet état des lieux maintenant, je me suis dit comment sortir de cette situation pour arriver à réaliser une situation où nous sommes un pays émergent, où au lieu d'avoir 85% de la population au chômage, tout le monde aura du travail, où au lieu d'avoir des infrastructures donc de base qui manquent, on aura des routes partout, de l'eau potable dans toutes les maisons, l'électricité dans toutes les maisons. Que faut-il faire? C'est comme ça que j'ai conçu le plan Marshall, comme étant cette vision que nous devons collectivement mettre en œuvre
pour créer des opportunités pour tout le peuple congolais et arriver à cet objectif de développement sur une période donc de 15 ans. C'est ça le sens du plan Marshall. Maintenant, si vous me demandez quel est le contenu du plan, là je pourrais vous répondre. Le contenu du plan, certes, on va peut-être y revenir, on va peut-être en parler, mais après avoir passé 30 ans ou un peu plus à l'extérieur du pays, vous êtes revenu au Congo, vous avez trouvé cette population. Est-ce que vous avez remarqué que la situation était en train d'empirer ou bien elle s'améliore tout de même, malgré les changements de chef d'État à la tête du pays? Vous savez, je n'ai pas passé 30 ans à l'extérieur sans revenir au Congo. Je venais de temps en temps en vacances. Mais chaque fois que je venais, je voyais que la situation s'est détériorée. Pendant la période de Mobutu, les peu de choses qui étaient laissées par Mobutu, c'était un mauvais gestionnaire. Je ne veux pas le défendre. Mais le peu de choses que lui, mauvais gestionnaire, avait réussi au moins à construire, nous avons commencé à détruire. Je donne quelques exemples pour vous en convaincre. Mobutu, quand il est parti, il nous a laissé une compagnie aérienne qu'on appelait Air Zaïre. Nous l'avons détruite. Mobutu, avant de partir, il nous a laissé une cité de la voie du Zaïre, donc la RTNC. C'était le miroir, en quelque sorte, donc, de la RDC. Aujourd'hui, il faut entrer dans le bâtiment de la RDC. C'est comme des toilettes. Vous pouvez, je peux mentionner, on nous a laissé donc, la sidérurgie de Maluku. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a eu plusieurs entreprises publiques qui étaient construites ou bâties sous le régime de Mobutu, mais à la fin de la journée, nous les avons mal gérées. Donc, au fil des années, j'ai réalisé qu'on changeait de chef d'État, le système de gouvernance était le même, sinon ça devenait pire. Et nous avons détruit donc les bases même de fonctionnement normal d'un pays moderne. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la situation catastrophique donc actuelle. Parmi les 4 chefs d'État, Mobutu, et plutôt Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi, parmi tous ces chefs d'État qui ont défilé, quel est celui qui a quand même été bon élève? Bon élève, ça, je ne sais pas. D'abord, je ne voudrais pas juger Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il vient d'arriver. On doit lui donner le temps de faire son mandat et on va le juger donc dans 5 ans. Donc, je voudrais l'exclure de l'analyse que je vais faire. Maintenant, les anciens, Kasavubu, Mobutu, Kabila père et Kabila fils, je dirais qu'ils ont été tous médiocres. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour mettre les Congolais au travail, pour sécuriser les Congolais, pour développer la RDC et créer des opportunités pour le peuple congolais. Donc, je leur donnerai la note de, je ne sais pas, 2 sur 20. Le problème, c'est le problème du chef d'État ou c'est le problème du système? Un chef d'État doit chercher à mettre en place un système qui fonctionne. Et si un chef d'État ne réussit pas à mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et avoir un système qui fonctionne, c'est de sa faute. Donc, je dirais qu'il y a une combinaison de facteurs. Les hommes d'État eux-mêmes n'étaient pas préparés pour gérer le Congo comme il faut. 2, il n'y a pas eu donc des systèmes adéquats, des systèmes de bonne gouvernance. Je me rappelle par exemple, je vais juste mentionner un exemple, lorsque Mobutu disait « Ata oyibi ibana mayele ». Mais quelle est cette leçon-là que vous donnez au peuple congolais? Quand on vous dit « Ata oyibi ibana mayele », donc voler, mais voler un peu. Mais voilà, aujourd'hui nous avons Vital Kamerhe qui est en prison. Parce que les gens ont confondu les biens privés avec les biens publics. Quand on arrive à un poste, ce n'était plus pour travailler pour le pays. Tout le monde veut s'enrichir en mettant les mains dans les caisses de l'État. Donc, il y a eu de mauvais exemples comme ça. Et en plus de cela, les autres, est-ce que nous devons encourager donc arriver au pouvoir par les armes? Des choses de ce genre-là. Donc, je crois que les 4 chefs d'État qui ont précédé Félix Antoine Tshisekedi ne nous ont pas donné donc le bel exemple que nous devrions suivre pour développer la RDC au profit de tous. Vous avez évoqué le cas de Vital Kamerhe qui est aujourd'hui en détention provisoire. Vous avez parlé du vol pendant que le dossier est en justice. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'il est déjà coupable avant d'être condamné? Non, pas du tout. Vital Kamerhe bénéficie de la présomption d'innocence. Mais il est accusé pour des choses qui sont très graves, des antivaleurs qui ont fait que le Congo soit cloué au sol. Il est accusé de quoi? On lui reproche de quoi? Corruption, détention, détournement de fonds publics, on lui reproche de conflit d'intérêts. Ces choses-là, on lui reproche la mauvaise gouvernance, violation des lois, non-respect des textes, non-respect des lois. Donc, le procès de Vital Kamerhe, c'est le procès même de tout le mal congolais en quelque sorte. Moi, pour l'instant, je ne veux pas le juger. Je voudrais laisser la justice faire son travail. Mais nous avons quand même des indices. Quand nous entendons certaines choses, j'ai vu certaines vidéos
où ce jeune homme-là qui s'appelle Massaro, en train de détruire son propre fils, en lui mettant donc tout plein de billets de dollars pour qu'il joue avec, sans pouvoir dire à l'enfant d'où viennent ces billets de dollars-là. Ce n'est pas ça des exemples que nous voulons donc donner au peuple congolais. Je veux que la justice fasse son travail, juge Vital Kamerhe en lui donnant la présomption d'innocence, mais à la fin de la journée, s'il prouve qu'il est innocent, qu'on le libère. Je serai le premier à l'appeler, à le féliciter et applaudir. Mais s'il a aussi mis les mains dans les caisses de l'État, il a violé les règles de la République, il faudra qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Il faudra qu'il puisse subir la rigueur de la loi, mais aujourd'hui nous sommes en train d'attendre la 4e comparution qui sera justement accompagnée d'un plaidoirie. Mais depuis le début du procès avec le premier juge qui est décédé, le déroulement du procès, est-ce que vous le trouvez normal? Bon, vous le trouvez je voudrais féliciter juste pour tous les prévenus. Je voudrais féliciter tous les acteurs impliqués donc, dans cet exercice ici. D'abord, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille du juge Raphaël Niani, qui, je vois un peu la souffrance donc, de sa femme, de ses enfants. Quelqu'un qui était au service de la République, qui faisait ce qu'il pouvait pour rendre justice. S'il est mort vraiment d'empoisonnement, comme l'autopsie semble l'avoir révélé, je voudrais qu'on puisse mener l'enquête pour déterminer d'où est venu le poison, afin que cette personne-là, ou ce groupe de personnes, soit puni de façon exemplaire. Parce que l'empoisonnement, ce n'est pas congolais. Ce n'était pas dans nos habitudes. Je ne sais pas d'où sont venues ces habitudes-là. Il faut nécessairement qu'on arrive à aller jusqu'au bout de cette histoire. Maintenant, en ce qui concerne le déroulement du procès, je crois que les premiers juges, tout comme le deuxième juge président de ce tribunal-là, semblent faire un très bon travail. Ils donnent la parole à la défense, ils donnent la parole aux avocats de la République. Tous les témoins parlent comme ils veulent. Et à la fin de la journée, je crois que les informations sont en train donc de sortir. Le fait même que le procès soit retransmis en direct à la télévision, ça permet une certaine transparence dans l'administration de la justice. Pour l'instant, personnellement, je suis très satisfait. Il y a des questions peut-être de fond sur lesquelles on peut insister quand on interviewe tel ou tel témoin. Mais bon, écoutez, on ne peut pas blâmer donc les juges étant donné le temps limité qu'ils ont. Vous devez réaliser que ces personnes-là commencent le travail à 9 h, vont jusqu'à 22 h. Ce n'est pas facile donc de faire ce travail. Mais jusqu'à présent, bravo en tout cas, monsieur le juge président, bravo tous les avocats de la République et de la Défense. Je voudrais même dire bravo au prévenu Kamerhe et son copain donc Jamal, parce qu'ils nous donnent donc un très bon show qui permet de mobiliser tout le peuple congolais pour suivre donc ces cours, ces enseignements des droits en direct de la télévision. Voyez-vous une main noire derrière ce procès, comme semble le dénoncer certains cadres de l'UNC? Non, pas du tout. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très droit, de très correct. S'il y avait une main noire et que on avait pris Vital Kamerhe, on l'amène là-bas, on lui pose la première question, vous avez volé autant d'argent. Il dit, mais comment je peux voler, ce n'est pas possible. On regarde autour de lui, il n'y a personne qui avait bénéficié de quoi que ce soit. Je serai le premier à dire, libérez le monsieur, il est innocent. Mais regardez dans ce procès-là, on reproche certaines choses à Kamerhe, on trouve que dans son bureau, il a son frère dedans. Quand il donne des contrats aux gens, il passe par son frère. Et quand ces gens-là, ils sont venus comment? Ils sont passés par son neveu, Massaro. Et Massaro, il achète des maisons partout donc, dans la ville de Kinshasa. Il faut se poser des questions. Donc les allégations sont réelles, sont légitimes. Je ne veux pas être fanatique. Je ne veux pas dire qu'on est en train de poursuivre Vital Kamerhe pour des raisons politiques. Il n'y a personne qui avait intérêt à pouvoir poursuivre Vital Kamerhe pour des raisons politiques. Les raisons qu'on avance donc d'acharnement, c'est pour éliminer un concurrent politique en 2023. Je pense que ce n'est pas vrai. Vous savez quoi? Si c'était ça le raisonnement, alors Félix Antoine Tshisekedi devrait se mettre à éliminer tout le monde, les Noël Tchani, tout le monde, pour qu'il puisse rester tout seul. Non, on est en train de poursuivre quelqu'un qui est accusé donc des choses très graves qu'il aurait donc commises. Et je pense que dans un état de droit fonctionnel, il faut qu'on puisse passer par cette étape-là. Et s'il se justifie et qu'il démontre qu'il n'a rien fait de mauvais, il sera libéré, il sera innocenté et on va tous applaudir. Et si on arrive à trouver qu'il est coupable, il va partir donc en prison. On va confisquer tous ses biens pour que l'État congolais puisse être remis donc dans ses droits. Alors, quelle lecture avez-vous de la crise qui a élu domicile à l'Assemblée nationale avec la décision de désormais ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound? Moi, j'avais pris position en faveur de Jean-Marc Kabound pour qu'on ne puisse pas le destituer.
parce que je pense que les raisons qui étaient invoquées n'étaient pas très sérieuses. Il avait sorti le chiffre de 7 millions de dollars pour l'organisation d'un congrès. Le Parlement lui-même, l'Assemblée nationale et le Sénat n'avaient pas encore élaboré des budgets. Et moi-même, dans mes estimations, j'avais dit, si ce congrès doit avoir lieu, ça va coûter de l'argent. Ça peut être 1 million, 2 millions, 7 millions ou 10 millions. Quel que soit le montant, utilisons cet argent-là pour allouer, par exemple, à la lutte contre la pandémie plutôt que de gaspiller des ressources pour faire des kermesses. Donc, ce raisonnement, je continue à le soutenir jusqu'à présent. Maintenant, on a déjà destitué Jean-Marc Kabound. Faut-il maintenant s'obstiner à dire que c'est Jean-Marc Kabound ou rien? Je pense que l'UDPS serait bien conseillé de ne pas perdre ce poste stratégique. Il y a beaucoup de cadres de l'UDPS qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont des députés nationaux. Il faut regarder parmi ces cadres-là qui a le meilleur profil pour remplacer Jean-Marc Kabound, qu'on puisse passer vite au choix ou à l'élection, qu'on puisse avoir un premier vice-président de l'Assemblée nationale qui vient toujours de l'UDPS pour que l'UDPS ne perde pas ce siège-là et de cette façon-là, on pourra avancer. Mais je voudrais juste que nos députés ou nos parlementaires, sénateurs et aussi députés nationaux puissent appliquer la même logique à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la coalition FC Cash malgré après ce qui s'est passé? Moi, personnellement, je ne crois pas dans cette coalition-là. Parce que je crois sincèrement qu'il y a de la mauvaise volonté. Il y a des gens qui travaillent du côté du FCC pour faire échouer le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il faut qu'il se réveille et qu'il puisse réaliser que ce sont des partenaires, mais des partenaires qui ne sont pas bien intentionnés. Donc, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de pouvoir sortir de cette coalition-là. Mais comment sortir de cette coalition qui contrôle la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat? Un moyen de le faire serait de trouver des voies et moyens pour dissoudre l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on a des moyens pour l'organisation de nouvelles élections afin de recommencer à zéro? Ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. D'accord, professeur. Mais on va essayer de parler de l'état d'urgence qui a été prorogé pour une nouvelle fois, 15 jours, sans accompagnement économique. Est-ce que les peuples laissés pour compte? Oui, je sais que le peuple est en train de souffrir. Quand il y a restriction des libertés individuelles ou même des libertés collectives, ça fait toujours très mal. Et moi, personnellement, je me sens confiné, vraiment confiné, parce que je ne peux pas sortir de chez moi, aller me promener, aller voir des amis ou recevoir des amis comme je veux. Je crois que cette restriction-là, ça met quand même des barrières à nos libertés de mouvement, d'association et consorts. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que nous avons l'état d'urgence. Nous avons l'état d'urgence parce qu'il y a une pandémie qui a explosé dans notre pays depuis le début du mois de mars et que pour contrôler la propagation de cette pandémie, il faut qu'il y ait des mesures restrictives pour limiter les mouvements des gens. Il y a des justifications pour cela. Maintenant, il faut voir, au début du mois de mars, on avait un seul cas de pandémie dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons 4000 et plus dans notre pays. Donc, la pandémie n'a pas encore été maîtrisée. La propagation continue. Donc, il y a encore justification à continuer l'état d'urgence et les mesures de confinement et d'autres mesures. Il ne faut pas se comporter comme d'autres États qui ont décidé de vivre avec la pandémie. Continuer de travailler normalement. Je crois qu'on tend vers ça, mais en attendant, je crois que pour l'instant, tous les États ne sont pas les mêmes. Je donne l'exemple du Bénin. Je connais très bien le Bénin pour avoir travaillé là-bas. Mais le Bénin, quand on parle du Bénin, tout le pays, c'est comme la commune de Bandalungwa. Donc, on peut laisser les gens aller dehors, mais il n'y a pas autant de monde que dans la ville de Kinshasa. Donc, il faut que chaque pays prenne en compte ses caractéristiques particulières pour arriver à prendre des mesures qui lui sont propres. Pour l'instant, nous avons le confinement qui a été décidé par les autorités politiques et sanitaires. Nous avons l'état d'urgence. Je crois que ces mesures se justifient. La question est de savoir est-ce qu'on a suffisamment de mesures d'accompagnement pour que la population qui est maintenant clouée au sol, enfermée entre les quatre murs dans ses maisons, pour que cette population, comment est-ce qu'elle peut continuer à vivre? Est-ce qu'il y a une assistance financière qui est mise en place pour aider les plus démunis? Est-ce qu'on donne par exemple à ceux qui n'ont pas de moyens des masques pour pouvoir se protéger? Ce sont des bonnes questions auxquelles on peut demander des réponses au niveau du gouvernement. Mais la mesure du confinement, la mesure d'état d'urgence, je pense que ces mesures-là
se justifient pour l'instant. Et ces mesures se justifient pour l'instant, même s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Non, je dis bien qu'il faut qu'on se pose la question des mesures d'accompagnement, qu'on voit l'impact sur l'économie. L'impact sur l'économie, je voudrais signaler une chose. Vous savez, lorsque la pandémie a commencé au début du mois de mars, $1 s'est changé à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à $1 égal à 1900 francs congolais ou même $1 égal à 2000 francs congolais, entraînant par la même occasion une montée considérable des prix des biens de première nécessité. Quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement pour aider les populations donc, de Mini? Jusqu'à présent, je n'en vois pas. Donc, il faudrait que nous puissions nous poser des questions de savoir est-ce que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour arriver à prendre ces mesures, mais également à aider la population pour qu'on ne puisse pas tuer tout le monde avec la faim pendant qu'on les protège contre le virus donc, de Corona. Alors, quelles sont tes propositions pour en sortir? Moi, je reviens toujours à la même proposition. Je suis maintenant plus convaincu qu'avant. Vous savez, avant l'explosion de cette pandémie, j'avais proposé que notre pays ait une vision de développement, avec des mesures à faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que tout pays qui n'a pas de vision de développement, qui fonctionne comme ça au hasard, ce pays-là ne peut pas se développer et on aura toujours des surprises quand il y a une petite pandémie comme ça. On est perdu, on ne sait pas par où commencer. Je voudrais recommander à tout le monde de revenir aux basics. Les basics que je propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Non, pas le Covid-19. Je voudrais inviter tout le monde. Oui, dans le cadre du Covid-19, nous avons des mesures à court terme qui sont proposées dans le cadre du plan. Par exemple, je propose que notre gouvernement fasse d'abord le premier exercice de réexaminer le budget national que nous avons de 11,8 milliards de dollars, irréaliste d'ailleurs, qu'on réexamine ce budget-là, qu'on puisse réallouer en urgence des ressources de certains projets qui étaient aussi importants, mais qui ne sont pas aussi prioritaires que la santé de la population. Qu'on donne à l'INRB des moyens de pouvoir mener efficacement la lutte. L'INRB avait présenté un budget de combien? 135 millions de dollars. On leur a donné à peine 10 millions de dollars, je pense. Il faudrait qu'on puisse réexaminer le budget, réallouer ces ressources-là à l'INRB ou au ministère de la Santé pour qu'on puisse mener efficacement donc, la lutte dans ce domaine-là. Deux, maintenant, il faut qu'on puisse être transparent. Le chef de l'État a mis en place tout récemment ce qu'il a appelé le Fonds national, le Fonds de solidarité nationale, qui est supposé venir en aide aux personnes démunies à cause donc, de la pandémie. Il faut qu'on sache ce fonds a reçu quoi, à combien d'argent, et qu'on puisse utiliser ces ressources-là maintenant en urgence pour venir à ces populations qui manquent de nourriture, qui ont besoin de masques, ainsi de suite. Ça, ce sont des mesures donc urgentes. Mais au-delà de cela aussi, je souhaiterais que nous puissions redéployer nos ressources pour développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je suis allé le week-end dernier, ici au plateau de Bateke, à 2 heures donc de voiture de la ville de Kinshasa. Il y a des surfaces cultivables, illimitées, qu'on peut mettre à contribution pour que d'ici 3 mois, on peut avoir les premières cultures, les premières récoltes qu'on peut utiliser pour nourrir la population ici. Donc nous pouvons faire ces mesures-là en ayant à l'esprit ce qu'on peut réaliser dans le court terme, l'autosuffisance alimentaire, améliorer l'accès de tout le monde aux soins de santé et surtout qu'on puisse maintenant préparer des mesures à moyen et à long terme pour que nous puissions, dans l'ensemble, développer la RDC au profit de tout le monde. Ce sont de très belles idées et de très belles propositions. Alors, si le président de la République vous nomme en tant que Premier ministre, est-ce que vous accepterez? Si le président de la République me nomme en tant que Premier ministre, j'accepte immédiatement. Et je forme l'équipe. D'abord, je vais lui dire, Monsieur le Président, je voudrais avoir la liberté de travailler. Je vais travailler sous votre leadership, bien sûr, et je voudrais négocier un accord très clair, que je vais former un gouvernement, pas de 67 ministres, mais un gouvernement de mission, un gouvernement réduit, pour que nous puissions nous mettre au travail et commencer à développer le pays normalement. Professeur Noël Tchani, merci de nous avoir reçus ici chez vous, dans votre domicile. C'était votre dernière intervention. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie sincèrement de l'opportunité que vous m'avez donnée. Et je voudrais dire donc à tous les compatriotes qui voudraient par exemple travailler avec nous sur le plan Marshall, participer à peaufiner ce plan, cette vision de développement pour le Congo, à pouvoir nous contacter au numéro de téléphone 243 81 50 99 337 et vous allez tomber sur moi directement ou bien sur l'un de mes collaborateurs et nous allons travailler ensemble.
Merci beaucoup, professeur Noël Tchani. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Congo d'abord. Nous espérons que vous avez aimé. Donc, nous vous donnons rendez-vous à une occasion prochaine avec, pourquoi pas, un autre invité. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.